Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler dark romance, le phénomène dark romance et bien sûr le rôle que BookTok a joué dans l'explosion de ce sous-genre de la romance. On peut pas vraiment dissocier les deux. Donc encore une fois, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé parce que cette vidéo risque d'être longue. Et je vais le dire de suite, je sais que la dark romance est un sujet qui divise. Il y a des personnes qui sont extrêmement fans, qui adorent, qui en dévorent les unes après les autres. Il y a des personnes qui sont comme poubelle, ça va direct à la poubelle. Comme toujours avec les réseaux sociaux, on aime diviser les gens dans des camps diamétralement opposés parce que ça fait plus de buzz. Moi dans ma vidéo, je vais essayer d'avoir des propos plus nuancés. Je parle du phénomène et du genre de la dark romance. Je suis pas là pour juger les gens qui en lisent. C'est vraiment une vidéo pour en discuter avec vous, pour réfléchir là-dessus et pour analyser un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire dans cette vidéo et je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que justement, je sais, parce que ça arrive à des amis, qu'il y a des personnes très fans de dark romance, en particulier pour ne pas la nommer captive, qui peuvent être très virulentes sur les vidéos qui parlent des dangers et des dérives de la dark romance. Donc je suis quand même prête à ça. Je vous demande encore une fois, comme je l'ai dit sous ma vidéo BookTok, de faire attention à ce que vous écrivez en commentaire, de rester respectueux des gens, de moi, de tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir tous la même opinion. On peut l'exprimer comme il faut. Dernière chose que je voulais dire avant de plonger dans le vif du sujet, c'est que cette vidéo pour moi était très importante à faire, même si comme je vous disais j'ai un petit peu d'appréhension. Et puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je pourrais faire 10 vidéos sur le sujet tellement il y en a à en dire. Donc j'ai fait le choix d'un peu survoler plusieurs choses, de me pencher un peu plus sur certains aspects, mais vraiment, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures de la dark romance et de ses impacts. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette vidéo me tenait particulièrement à cœur parce que elle rejoint un petit peu pour moi mon travail et mon analyse de la dark romance s'appuie sur mes études et mon expérience professionnelle en tant que criminologue, en tant que personne qui a étudié et travaillé avec les personnes victimes de crimes. Une grande majorité sont des femmes, et parmi ces femmes, une grande majorité c'est pour des agressions sexuelles ou pour de la violence conjugale. Donc j'ai tout ça en tête quand j'analyse la dark romance. Maintenant, je vous dis dark romance, peut-être que vous connaissez déjà très bien, peut-être que vous connaissez pas du tout, donc on va lire ensemble quelques définitions pour mieux appréhender ce sous-genre de la romance. J'ai essayé de trouver un petit peu plus de sources en français aussi pour cette vidéo-là, parce que je sais que pour celle sur BookTok en général, j'avais plus en anglais, donc il y a un petit peu des deux, mais je vais vous traduire quand c'est en anglais. On va commencer par une définition qui était donnée par Radio France, qui je trouvais était quand même un bon résumé. Les dark romance sont par définition des récits d'histoires d'amour torturées et tortueuses, avec des relations fictives qui explorent des dynamiques de domination, de pouvoir et de soumission. Il est très souvent question de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Une autre définition du site Deep Sea Stories. Dark romance is a subgenre of romance that's all about the messy, complicated and sometimes downright twisted side of love and relationship. It sometimes even explores themes of violence, abuse and trauma. That's what makes dark romance so addictive to its fan. It has all of the most delicious themes common in most romance, love, chemistry and spice, but where most romance keeps its character unequivocally good and its themes light, dark romance is not afraid to explore the darker aspect of human nature and relationship. Et je trouvais que cette définition était intéressante parce qu'elle venait amener une nuance sur qu'est-ce qu'on trouve dans les dark romance. Et encore une fois, je vais rester très basique dans ma définition. Si vous voulez vraiment aller creuser en profondeur, décortiquer la structure des dark romance, je vous invite à aller voir un article de Vice que je mettrai en description qui m'a beaucoup servi pour cette vidéo, et aussi la merveilleuse vidéo d'Opaline sur la dark romance qui franchement m'a fait presque douter de l'utilité de faire une vidéo moi-même parce qu'elle explique tout tellement bien et c'est super bien dit, c'est expliqué en détail de façon très claire et elle soulevait plein de points que moi aussi j'ai sur la dark romance. Donc si jamais vous voulez une autre vidéo sur le sujet et qui explique encore plus vraiment la structure de ce type d'histoire, allez voir sa vidéo, elle sera aussi en description. Mais pour revenir à la définition en anglais que je viens de vous lire, je trouvais qu'on voyait vraiment l'aspect romance, donc les sentiments d'amour, la relation entre les personnages, souvent une fin quand même
heureuse, et d'un autre côté une exploration beaucoup plus psychologique et torturée. C'est souvent des personnes qui ont vécu des abus dans leur vie, qui vont pas bien, qui sont dans des situations compliquées. Donc il y a vraiment ces deux thématiques-là, cet aspect d'un côté vraiment amour qui naît au milieu de la noirceur, qui je pense attire beaucoup de personnes dans le genre, et on pourra en revenir un petit peu plus tard quand je vous parlerai de pourquoi est-ce que ce genre plaît autant. Pour vous donner quelques exemples, ce qu'on va retrouver souvent dans les livres de dark romance, ça va être une héroïne qui est quand même assez isolée, que ce soit socialement ou même physiquement, un personnage masculin qui va faire souvent partie de la mafia, qui va être un psychopathe, tueur, un CEO qui est absolument horrible. Et souvent, on va se retrouver dans une situation où l'héroïne est kidnappée par ce héros et ça commence mal entre les deux, où elle se fait acheter par le héros aussi, comme dans Captive. On commence souvent l'histoire avec beaucoup d'abus du héros envers l'héroïne, que ce soit de l'abus physique, de l'abus psychologique, de l'abus sexuel. On peut choisir, il y a un peu de tout, on peut souvent faire un petit bingo de toutes les formes d'abus, ça ne manque pas. Et puis il va y avoir un élément déclencheur où leur relation va commencer à évoluer un petit peu. On va découvrir que le personnage masculin avait en fait été blessé dans le passé, soit lui-même avait vécu des abus, soit il avait été abominablement trahi par les femmes avant et donc il leur fait plus confiance. Et on va avoir cette idée un petit peu que son comportement abusif actuel est excusé par les abus que lui-même a vécu auparavant. Et quand on parle de dark romance, ça c'est quelque chose que quelqu'un m'a fait remarquer en commentaire de ma dernière vidéo et que j'ai trouvé intéressant, c'est que le contexte peut être sombre. Je pense notamment à Butcher and Blackbird, qui sont tous les deux des tueurs en série et qui vont avoir une espèce de compétition romance entre eux. La thématique est sombre, mais ce livre-là, même si on le compte en dark romance, la relation entre les deux, c'est bizarre de dire comme ça, mais elle n'est pas dans le plus abusif, c'est plus le contexte de tueur en série qui est sombre. Et on peut aussi avoir par contre un côté dark romance où c'est vraiment la relation en elle-même qui est absolument toxique et violente, et présentée comme romantique. Et ça aussi, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Je m'emballe pas, déjà. Mais souvent, on va quand même retrouver ces deux types de dark, on va dire, qui se recoupent dans les romances, parce que comme je vous disais, on a de la mafia, ou du crime organisé, ou des motards, ou des tueurs, ou des psychopathes qui font du harcèlement. En plus de, après, la relation en elle-même qui va être établie entre les deux personnages. Ce qui est intéressant, c'est que, vu que ça a énormément de succès ces dernières années, on a aussi eu des adaptations en film, je pense notamment à 365 jours, et à la série You, qui me rend folle parce que je vois tellement de commentaires positifs sur le personnage masculin de la série et genre de femmes qui en sont comme à avoir des crushs ou à être comme amoureuses, donc on s'entend, c'est pas du vrai sentiment amoureux, mais comme à dire oh là là, je voudrais trop quelqu'un comme lui, alors qu'il a des comportements criminels. Je trouve ça très difficile. Encore une fois, je m'emballe. Ce que je voulais dire, c'est que ça touche plus que les livres, ça touche d'autres médias, et on peut en voir maintenant sur les écrans aussi. Là, je vous parle de choses récentes, mais la dark romance, c'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus longtemps, et on va d'ailleurs se pencher sur son origine. Ça, je m'attendais pas, mais en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée dans un rabbit hole de l'origine de la dark romance, et là aussi ça pourrait vraiment être une vidéo entière qui est dédiée à ça, parce qu'il y en a beaucoup à en dire. Je vous mettrai des articles et des vidéos sur le sujet que j'ai trouvé hyper intéressants. Il y a des gens qui font même remonter ça un peu au Marquis de Sade, vous voyez, donc on va loin dans le temps. Mais la nomination en tant que telle de dark romance, qui est vraiment un thème marketing, un peu comme Romantasy, ça a été créé pour identifier un type de livre, pour que ça parle à certains lectrices et qu'ils aillent les lire de suite. Genre, je veux ça, je sais comment le trouver. C'est très marketing, et c'est un terme qui est apparu aux États-Unis dans les années 2010, entre 2010 et 2013 à peu près. D'autres personnes parlent aussi du fait que La Belle et la Bête serait un précurseur de la dark romance, parce que techniquement, on a Belle qui se retrouve emprisonnée avec la Bête, qui est assez monstrueuse, qui a des sautes d'humeur assez importantes. Elle n'est jamais violente physiquement envers Belle, mais
elle casse des trucs autour. Et ça aussi, c'est des comportements que dans la vraie vie, tu dirais « Oh là là, ça va pas, je pars ». Ou en tout cas, tu devrais. Mais dans La Belle et la Bête, au final, ils apprennent à se connaître, ils tombent amoureux et tout ça. Je peux comprendre ce point de vue. Je suis une grande fan de La Belle et la Bête. Mais il faut savoir reconnaître les aspects toxiques même quand ils sont dans des choses qu'on adore. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est peut-être pas le meilleur exemple de relation. Mais je les aime d'amour quand même. Et encore une fois, on parle vraiment là de précurseur, d'avant-goût de la dark romance un petit peu. Parce qu'on a quand même vraiment changé de vibe, je trouve, avec ce qui sort maintenant par rapport à La Belle et la Bête. Un autre précurseur hyper intéressant de la dark romance, et vraiment j'ai adoré les vidéos que j'ai vues là-dessus, c'est Twilight. Je sais pas si vous avez vu passer un peu ces mèmes récemment, ça fait des trucs genre, je pense le plus connu que j'ai vu, Rhysand crawled so that Xaden could run. Donc Rhysand a rampé pour que Xaden puisse courir, dans le sens que c'était les premiers dans le genre et maintenant on a le top du top. Et je trouve que c'est un petit peu ça, c'est comme Twilight crawled so that dark romance could run. Vraiment, on avait les prémices. Et puis maintenant, ça atteint une ampleur incroyable. Et je parle en termes de popularité, mais surtout en termes de violence et de comportement abusif. Et pour revenir à Twilight, je me souviens quand je les ai lus, j'avais, je pense, 17-18 ans. Et j'étais à fond. Je les ai dévorés, j'étais investie émotionnellement. Et à ce moment-là, je pensais pas au comportement abusif d'Edward. Je pensais pas que ce qu'il faisait, il y avait un problème. J'étais plus en mode oh, c'est tellement intense, c'est romantique et passionné et waouh, ça fait rêver. Mais en fait, ça va pas du tout quand on y pense. Il y a de la violence physique, il y a du stalking. Et là, je vous référerai à la vidéo de Mina Lee où elle aborde ça vraiment en détail. J'ai adoré. Et si on va du côté francophone, ça m'a aussi beaucoup fait penser aux Étoiles de North Head. Et ça, je l'avais lu plus vieille. Je l'avais lu un peu après avoir rejoint Bookstagram. Donc ça devait être, on va dire, autour de 2016-2017, à peu près. Donc j'avais un petit peu plus de maturité et d'expérience, et de réflexion là-dessus peut-être. Et ça m'avait rendu tellement en colère de voir tout le contrôle et la toxicité qu'il y avait dans cette relation, mais à quel point les critiques sur les réseaux sociaux étaient en mode j'ai des cœurs dans les yeux. Comment il s'appelle? Leith. Il est tellement incroyable et protecteur et tout. Je peux pas, je me souviens d'un passage particulier, je pense que je l'avais partagé en story, mais je suis pas sûre que les archives de story existaient à cette époque-là sur Instagram, donc je pense pas que je pourrais la retrouver. Bien sûr, je vais pas garder les livres. Mais il y avait un moment où il disait que pour la protéger, il allait plus la laisser sortir de chez lui. J'étais comme cours ma fille, cours, fuis. Mais non, elle reste avec lui. Et ça, c'était qu'un exemple entre 1000. Dans le même genre, on peut aussi parler After. Et ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui eux-mêmes sont fans et qui peuvent reconnaître la toxicité de cette relation-là. Mais ça reste qu'on a eu un succès incroyable. Il y a eu des films qu'ils ont continué à vouloir faire perdurer, même quand les acteurs ne voulaient plus jouer dedans. Donc vraiment, un succès incroyable. C'est une saga qui s'est énormément vendue. Bon, j'ai même pas envie de parler de 50 Shades parce que... voilà. Et même si toutes ces séries-là, on peut pas nécessairement les appeler des dark romance. Je pense que c'était comme les graines qui ont fait pousser la dark romance qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement dans des excès de violence, ça va toujours plus loin. On va vraiment dans des relations où il y a de l'abus physique, des relations interdites aussi. Je sais pas si vous avez vu, je vais en parler très brièvement, mais les taboo romance, les romances interdites, où ça va être entre des membres d'une même famille, ou à la limite de l'inceste, où on s'en sort parce qu'il n'y a pas de lien du sang, ou des romances avec des prêtres. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Tout ce que vous pouvez penser de plus. What the fuck? Quelqu'un y aura pensé et aura écrit une romance dessus. C'est sûr. Et ce que je trouve difficile, c'est que la graduation de la violence augmente de plus en plus, parce qu'il y a cette espèce de tolérance qui se développe. Et donc, on va un cran de plus, et un cran de plus, et un cran de plus. Si vous aviez lu le livre le plus intense de Dark Romance comme premier livre du genre, vous auriez peut-être été comme ah, c'est quoi ça? Mais si entre-temps vous avez lu les paliers débutants puis intermédiaires,
au final, vous êtes habitué. C'est un petit peu comme les... Je pense que c'est ça qu'on dit que pour ébouillanter les grenouilles, tu les mets dans l'eau froide, puis tu augmentes la température et ils se rendent pas compte que la température de l'eau monte parce qu'à chaque fois tu t'habitues un petit peu. Puis après, c'est une comparaison extrêmement étrange, je vous l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que, on va dire, la violence de niveau 2 passe, on va faire de la violence de niveau 3. Et ainsi de suite. Et avec BookTok, qui va être un petit peu mon prochain point, on a vu une graduation aussi de cette violence présentée dans les dark romance. Parce que tu compares Twilight avec Hunting Adeline ou celui avec les requins. Je retrouverai le titre plus tard, je l'ai noté parce que je voulais en parler. Il y a vraiment une grosse différence. Et ça, moi, je le rattache à ce que j'appelle l'effet BookTok, où on veut toujours plus vite, toujours plus fort dans les livres. Ou pour qu'une vidéo marche, il faut que tu parles en absolu, il faut que ce soit quelque chose qui choque ou qui attire l'attention. Et donc c'est facile avec ça de se retrouver avec des livres qui vont être de plus en plus dans les excès, parce que tu sais qu'il y a des chances que ça capte l'attention, que ce soit propagé dans plein de vidéos, et que donc plus de gens l'achètent. Je pense à certaines qui ont explosé sur TikTok, comme Hunting Adeline, qui a été traduit en français. Does It Hurt? C'est celui-là, avec les requins. Je vais vous mettre un petit TikTok pour ça là, parce que je trouve juste ça incroyable. In this one, they literally do the naked twister while he has her head in shark-infested waters. So he hates her? No, he loves her. Okay. Et puis bien sûr, en français, Captive, on n'a pas pu passer à côté. Je vais en parler plusieurs fois dans la vidéo. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a plusieurs dark romance qui ont beaucoup de succès, qui viennent de Wattpad. Je ne veux pas cracher sur Wattpad. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je veux pas faire de généralité. Mais ça reste que Wattpad, n'importe qui peut écrire dessus, et on peut commencer à écrire dessus très jeune. Il n'y a pas de travail d'édition nécessairement qui est fait. Je sais que certaines personnes utilisent des bêta lecteurs, lectrices et tout, mais c'est pas le même travail qu'un éditeur. Mais ce que vont faire par contre les maisons d'édition, c'est qu'ils vont aller voir les romans qui marchent sur Wattpad, et on est plus sur des formats où on veut quelque chose qui soit, encore une fois, addictif, qui soit rapide, qui vienne vite susciter les émotions pour qu'on en veuille plus. Donc ils vont voir qu'est-ce que c'est qui a beaucoup marché, et ils vont l'acheter, et ils vont le publier. Et des fois ils vont le publier sans aucun travail éditorial. Plein de fautes d'orthographe, plein de répétitions, l'écriture, bof, mais c'est pas grave, parce qu'ils savent que ça va marcher, parce que ça avait déjà du succès sur Wattpad. Les gens qui le lisaient sur Wattpad vont probablement vouloir acheter une copie numérique ou papier de cette nouvelle version du livre. BookTok va en parler beaucoup, et ça fait un succès garanti à vraiment pas beaucoup de frais. On en parle encore dans la partie sur consommation. Puis là, je veux clarifier quelque chose aussi dans cette vidéo. Vous dites peut-être, oh, elle va juger la dark romance, elle sait pas ce que c'est, elle monte sur ses grands chevaux, elle en parle alors qu'elle a même pas testé et tout. Si, j'en ai testé plusieurs. Je suis encore traumatisée par certaines, je pense notamment à Den of Vipers. J'en ai fait un vlog. Je sais même pas quoi dire sur ce livre, à part que c'est horrible ce qui s'y passe, c'est abominable, et je comprends pas comment on peut faire une relation romantique à partir de là. Et encore, je pense que c'était pas la pire niveau consentement. Ce qui en dit beaucoup. J'ai aussi testé Prince Captif, qui est plus de la dark romantasy. J'en ai filmé cette expérience incroyable de lecture. Vous aurez un vlog là-dessus éventuellement, bientôt. Et j'ai aussi testé les Zodiac Academy, que là aussi je mettrai dans du dark romance soft. Parce que je sais qu'il y a pire, tout simplement. Et Zodiac Academy, que je continue à l'insu de mon plein gré. Je ne sais pas pourquoi je continue à me faire du mal. Je pense que j'arrive juste à avoir assez d'intérêt sur l'intrigue politique pour pouvoir continuer, mais les relations m'insupportent. Je suis victime moi-même de tout ça. Donc ça, c'en est juste quelques-unes parmi celles que j'ai lues pour vous donner des exemples. Que donc je me base pas juste sur des vidéos ou des articles ou quoi, mais aussi sur mon expérience personnelle et, comme je vous l'ai dit, professionnelle, pour parler de tout ça. Je vous parlais un petit peu plus tôt de BookTok et de la popularisation de la dark romance grâce à ce réseau et tout, ce qui m'amène à la prochaine partie de la vidéo. Pourquoi est-ce que ce genre plaît autant ? Je voulais commencer par revenir sur un petit sondage que j'avais fait sur Instagram en story, où déjà je demandais est-ce que vous lisez de la dark romance, et là c'est intéressant parce que j'ai eu 70% de personnes qui disaient qu'ils n'en lisaient pas du tout,
27% qui en lisaient un petit peu et 4% qui disaient qu'ils adoraient ça. Surprenant et pas, parce que peut-être aussi que les gens qui me suivent, ce sont pas nécessairement les gens qui lisent le plus de dark romance, parce que c'est pas ce dont je parle. Je suis sûre que si une créatrice de contenu qui fait ça principalement posait la question, le pourcentage serait très différent. Mais quand même, c'est bon à savoir. Puis j'ai aussi posé la question, qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans les dark romance ? Pourquoi est-ce que vous en lisez? Et je vais vous lire quelques-unes des réponses, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on retrouvait les deux côtés dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, le côté psychologique et le côté relation amoureuse qui ressortait. Ce sont des histoires plus sombres, des romances plus développées niveau psychologie, des personnages qui peuvent traverser l'enfer et parfois s'en sortir. Ou pas. J'aime bien le petit ajout. Que même dans des cas particulièrement noirs, l'amour peut exister, voire s'épanouir. C'est le côté problématique psychologique des personnages. Donc vous voyez tous ces commentaires-là, je trouve que ce qui est vraiment intéressant qui ressort, c'est que les gens sont intéressés par l'aspect personnage torturé, la psychologie qui va être explorée des personnages, et le côté rédemption qu'on peut avoir quand même. Et ça m'intrigue beaucoup parce que je suis d'accord pour le côté personnage torturé. Ça c'est sûr. Mais pour le côté psychologie des personnages, je trouve qu'il y a vraiment tellement d'autres genres qui explorent ça et qui peuvent l'explorer mieux. Mais en même temps, je pense que c'est plus le côté psychologie d'une personne qui va pas bien qu'on peut retrouver dans les thrillers. D'ailleurs, aussi les gens qui aiment les thrillers, et moi j'aime bien aussi les thrillers plus psychologiques, où tu vas vraiment plonger dans une personne qui peut-être n'est pas très bien dans sa tête. Il y a aussi le côté kink qui ressortait, et un dernier qui est vraiment intéressant pour ce dont je vais discuter dans la vidéo et un petit peu mon cheval de bataille. Donc alpha males, l'aspect danger, interdit, bad boy, l'ambiance, les bad boys qui au final sont hyper protecteurs. Dans les livres, ils sont toujours beaux, ténébreux, tatoués, ils font des métiers illégaux avec beaucoup de danger, savent se servir d'une arme, se battre et surtout gagnent des bagarres. Les gens ont peur d'eux, d'autres les respectent. J'en retire un fantasme que je n'accepterai pas dans la vie réelle. Donc tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous allez voir que c'est des aspects qu'on va retrouver dans plusieurs parties de la vidéo et que je veux un petit peu décortiquer. Et encore une fois, je remercie vraiment les personnes qui ont partagé leur vision de la dark romance. Et tout ce que je veux dire, c'est absolument pas pour vous juger, vous en tant que personne, mais pour analyser un petit peu, voilà, les aspects de pourquoi ça plaît et sur quoi ça repose et les impacts que ça peut avoir. Donc vous avez vu que une des choses qui ressortait, c'était vraiment le côté addictif, plongé dans la psychologie des personnages. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les thrillers. Et d'ailleurs, il y a pas mal de dark romance où il y a cet aspect thriller directement. Par exemple, comme je vous disais, Hunting Adeline, où le personnage principal, il s'attaque à des gens qui font du crime organisé, et lui-même, il appartient à un truc de tueur. On a souvent le côté quelqu'un qui va se faire kidnapper, un danger qui rôde. Donc on a ce frisson et cette anticipation, cette incertitude qu'on peut avoir dans les thrillers. Sauf que là, dans les thrillers, en principe, le tueur ou le psychopathe, il se fait arrêter. Dans les dark romance, la fille finit avec. C'est une grosse différence quand même. Une autre chose qui, je pense, participe au succès de ce genre, c'est parce qu'il y a un effet de groupe. C'est là que BookTok intervient, parce que il y a quand même plus de 3,3 millions de vidéos qui ont le hashtag Dark Romance. Dark Romance Rec, il y en a 61,8 millions. C'est énormissime. Dark Romance Reads, 38,7 millions. C'est énorme. Vous vous rendez compte les millions et millions de contenus qu'il y a autour de ça? Ça montre vraiment le succès que ça a. Et donc, l'envie, la curiosité de se dire « Oh, ben, tout le monde lit ce livre, je vais tester moi aussi ». Ça vient aussi chercher un sentiment d'appartenance. Donc là, il y a deux choses. Quand on est adulte, ou plutôt même en tant qu'adulte, quand on est sur les réseaux sociaux, on cherche ce sentiment d'appartenance, on cherche sa communauté, les gens qui vont comprendre qu'est-ce qu'on vit. Dans notre cas, des livres, qu'est-ce qu'on lit, pourquoi on lit ça, pourquoi on aime. Donc si tu aimes beaucoup une influenceuse ou plusieurs qui lisent un type de livre, qui découvrent la dark romance et qui adorent, toi aussi tu vas vouloir tester. Donc il y a vraiment ce côté sentiment d'appartenance et de vouloir faire partie un peu du même club. Et l'autre partie que je vous disais, c'est pour les adolescents, je pense que je veux dire, parce que je pense que c'est une grande majorité. Quand on est ado, le sentiment d'appartenance, d'approbation par les pairs, c'est un des piliers de notre construction et c'est une des choses les plus importantes. Ce que disent les parents, t'es souvent en opposition, tu dis
Ils sont vieux, ils comprennent rien. Et il y a sûrement des gens qui regardent ma vidéo, moi de mon grand âge de 33 ans, et qui se disent la même chose. Mais le fait reste que quand tu es ado, ce qui compte le plus, c'est tes pairs. Donc, et pairs, je dis P-A-I-R-S, donc les gens de ton âge avec qui tu passes du temps. Et donc si ton groupe d'amis lit Captive, toi tu vas vouloir faire comme les autres. Si tout ce que tu vois c'est des TikTok de filles de ton âge qui ont adoré Captive, tu vas vouloir le lire aussi. Donc c'est encore plus présent chez les adolescents cet effet de groupe et que tu veux être comme les autres et que tu veux ne pas te sentir exclu en fait. Pour illustrer ça, je vais revenir à Captive qui est la dark romance francophone, je pense, qui a le plus fonctionné. Donc selon Pierre Georges, le rédacteur en chef en juin de Livre Hebdo, il s'est vendu à presque 800 000 exemplaires, toutes éditions confondues. Donc ça, c'est tiré d'une vidéo de France Culture, qui sera aussi en barre d'infos. 800 000 exemplaires. C'est incroyable. Genre, good job pour l'autrice. C'est vraiment une quantité énorme de ventes. Je parle de Captive en particulier parce que c'est justement un qui a beaucoup fait parler de lui comme livre qui est lu par les adolescentes alors que le contenu est peut-être pas fait pour les adolescentes. Ça amène un petit peu à un autre aspect qui est aussi tourné plus vers les adolescents parce que c'est un des gros éléments amenés dans la problématique de la dark romance que c'est lu par des personnes qui sont vraiment jeunes et qui peut-être devraient avoir plus de recul avant de lire ce type de livre-là. Donc c'est le côté interdit. Quand on est jeune, qu'on nous interdit de faire quelque chose, qu'on nous dit c'est pas pour ton âge, tu verras plus tard, on va pas se mentir, on a encore plus envie de le faire. On est tous et toutes passés par là, on veut montrer aux adultes qu'ils ont tort, qu'on est capable, et si tu nous dis non tu peux pas, oui je peux. Ça aussi ça prend une grande part dans toute la réflexion autour de la dark romance et l'accessibilité pour les jeunes, parce que tu peux bien mettre un post-it ou un truc, un sticker moins de 18 ans sur le livre peut se trouver sur internet, il peut se trouver de plein de façons différentes, l'accessibilité, elle va être là dans tous les cas, si quelqu'un veut lire le livre, il va le trouver. Je voulais continuer à explorer un petit peu plus les avantages, ou en tout cas les aspects qui peuvent paraître positifs dans la dark romance, en tout cas d'un premier plan. Après on va voir si en profondeur c'est vraiment ça, et vous allez voir que c'est des choses qui sont ressorties des commentaires que j'ai lus sur Instagram. Donc pour les femmes adultes, je précise, on retrouve un côté cathartique. On voit des personnes qui traversent des choses traumatiques, qui peuvent s'en sortir, qui peuvent se battre contre ça, qui peuvent trouver le bonheur. Et on peut se dire, si cette personne-là y arrive, si elle a traversé tout ça, moi aussi j'ai traversé des choses difficiles, si elle y arrive, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux trouver mon happy ever after et de l'amour, et c'est possible. Mais là moi je me demande, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres romances plus saines où les personnages s'en sortent sans avoir à revivre des abus? Est-ce qu'on peut pas trouver des personnages qui, oui, ont vécu des choses traumatiques, mais qui vont trouver une manière de s'en sortir qui va leur faire du bien et qui va être positive et plus réaliste même, peut-être. Je vous disais un peu tout à l'heure que j'avais été très inspirée par l'article de Vice sur la dark romance. Je vais vous en lire justement une citation qui parle un peu de cet aspect-là. I think it's something deeply therapeutic about reading a book where a woman is going through really messed up things, being buried underground with tarantulas, having her fingers cut off, and you know that her life will be okay, you know her life will work out, said Imogen, a dark romance lover who lives in the United Kingdom. Donc là, elle dit qu'elle trouve que c'est extrêmement thérapeutique de lire un livre où une femme va traverser des choses abominables, comme se faire enterrer avec des araignées, avoir ses doigts coupés. C'est quoi ce livre? C'est lequel? Je peux pas savoir. Et tu sais que quand même elle va s'en sortir et que elle va être ok. Et d'un côté je peux comprendre ça, ce côté voir des gens qui traversent des choses horribles et qui s'en sortent. Tu peux te dire ok, moi aussi je vais m'en sortir avec ce que je vis. Mais le fait est que souvent ces héroïnes qui s'en sortent, elles s'en sortent sans conséquences psychologiques, sans trauma PTSD, ou alors ça va être guéri par la relation amoureuse. Et en vrai, si tu traverses des choses comme ça, bien sûr tu peux t'en sortir. Si tu traverses des abus, des agressions, oui, tu peux t'en sortir et tu peux être heureux et tout ça. Mais ça va pas être je vis tout ça et puis pof, la vie est belle. Non, il va y avoir un cheminement à faire. Un travail sur soi, sûrement un travail avec un professionnel, beaucoup de moments plus difficiles. Et je trouve que tout ça, ça transparaît pas
dans les dark romance. C'est comme, elle vit tout ça, elle trouve l'amour, et puis la vie est belle. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le livre propose une vision erronée et incomplète de comment on s'en sort. Un autre petit extrait. Women who read dark romance told Vice News that they found the blood-soaked, sex-crazed genre to be a cathartic escape from their real life. Dark romance recognizes that life is difficult and dangerous, especially for women, who face discrimination every day and are more likely to be killed by their intimate partner than by anybody else. But it also reassures readers that there is still a way to survive, fall in love, and of course have toe-curling sex. Donc les femmes qui lisent de la dark romance ont dit à Vice News qu'elles trouvaient que ce genre, difficile à traduire, mais sanglant et extrêmement sexualisé, peut représenter une évasion cathartique de leur vie quotidienne. La dark romance reconnaît que la vie est difficile et dangereuse, en particulier pour les femmes qui font face à la discrimination tous les jours et qui ont des chances plus élevées d'être tuées par leur partenaire intime que n'importe qui d'autre. Mais elle rassure les lecteurs qu'il y a quand même une façon de survivre, de tomber amoureux et aussi d'avoir des relations sexuelles. Incroyable! Et une part de moi peut comprendre et reconnaître ça. L'autre part de moi est comme attention, attention. Je comprends que ça peut te faire dire ça, mais est-ce que tout ce qui vient avec ce message-là vaut la peine et n'est pas plus dangereux que cet aspect cathartique? Un deuxième aspect que je trouve vraiment intéressant dans les dark romance, et qu'on peut trouver dans d'autres genres de romances aussi, c'est que ça permet d'explorer ces fantasmes de façon sécuritaire. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je pense. La différence entre les fantasmes et ce qu'on peut vraiment avoir dans la vraie vie. La différence entre ce qui dans ta tête va pouvoir venir te titiller sexuellement, mais que jamais tu accepterais dans la vraie vie. Et ça c'est correct et c'est un phénomène normal et sain d'avoir cette vie mentale sexuelle. Ça veut pas dire que c'est des choses que tu voudrais en vrai. Et justement les livres, comme les films porno, peuvent permettre d'explorer ces fantasmes. Sauf que les films, en grande majorité, depuis longtemps, même si ça change un petit peu maintenant et de plus en plus, c'était très orienté vers les hommes. Les livres ont été plus orientés vers les femmes. Là, je fais vraiment des grandes divisions genrées, sans nuance, mais c'est juste pour donner une idée générale. Et dans les livres, tu peux explorer tous tes fantasmes de violence ou d'agression qui peuvent venir te titiller sans être en danger. Tu es en sécurité dans ton lit ou dans ton canapé, quand tu les livres, tu sais qu'il va rien t'arriver. Donc ça peut venir faire fleurir cet espace mental, activer un petit peu tes envies peut-être, mais t'es pas en danger. Et je vais encore retourner à mon petit article de Vice. To be clear, having read fantasies does not mean you want to be. Instead, reading a dark romance that eroticizes force can be a kind of literary consensual non-consent, where partners mutually agree to role-play a scene where one person forces another into some kind of activity, with guardrails such as a safe word and clear limits. While the characters on the page may not consent, the reader consents in their stead, especially because the reader likely knows what's coming, since it's standard for dark romance writers to put detailed trigger warning at the beginning of their books. Petite traduction, pour être clair. Avoir des fantasmes d'agression sexuelle ne veut pas dire qu'on veut être agressé. Au contraire, lire de la dark romance qui vient érotiser la force peut être vu comme une façon d'avoir du consentement sans consentement, où les partenaires acceptent mutuellement de faire une scène de roleplay, où une personne peut forcer une autre à avoir une certaine activité sexuelle avec des safe words et des limites bien établies. Et si les personnages sur la page peuvent ne pas exprimer leur consentement, le lecteur, lui, consent à leur place, il consent à lire ce type de scène parce que il y a des grandes probabilités qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient avec tous les trigger warnings que les auteurs et les autrices mettent maintenant au début de leur livre. Et ça aussi, je le comprends tout à fait, je peux absolument le concevoir et je suis d'accord avec ça dans l'absolu, avec le bémol qu'on parle ici de personnes adultes qui savent dans quoi elles s'engagent et les impacts qu'elles peuvent avoir. Pour moi, là, on veut un consentement libre et éclairé aussi. Donc au final, la dark romance, ça permet vraiment d'avoir ce côté escapism, donc tu sors de ta réalité, tu fais fonctionner ton imagination, tu sais que ça va bien finir, et en chemin, tu peux explorer tes fantasmes peut-être un petit peu plus violents, vivre ce frisson, des fois ça peut même être du dégoût,
ça peut être de l'excitation, ça peut être plein de choses différentes, mais sans danger. Puisque tu es dans un livre, tu n'es pas dans la réalité. Et tout ça, c'est des éléments, je pense, très valides d'une sexualité d'une personne adulte. Le problème que j'ai, et qui me dérange beaucoup, c'est comment est-ce que la dark romance est présentée et vendue, souvent sans recommandation, sans discussion autour, accessible à tout le monde, à tout âge. C'est pas forcément des livres où on sait en regardant le titre ou la couverture qu'est-ce qu'il y a dedans. Et moi, c'est ça qui me dérange beaucoup, qui va m'amener à parler de la prochaine partie de cette vidéo, qui est l'impact sur les lecteurs et les lectrices, en particulier les jeunes. Et quand je dis les jeunes, je parle des personnes en dessous de 18 ans. Ce que je trouve fascinant dans cette partie-là, c'est qu'on peut trouver des propos complètement à l'opposé quand on pose la question « Est-ce que c'est un genre qui peut influencer les jeunes, qui peut venir leur mettre de fausses perceptions sur les relations amoureuses dans la tête ?» On peut vraiment trouver de tout, et je vais vous lire quelques extraits. Je vais commencer avec quelques citations d'un article du Devoir. On cherche toujours à contrôler la lecture des filles. C'est la sempiternelle accusation quand il s'agit de littérature de masse s'adressant à un public féminin, d'incapacité par ce même public à mettre cette littérature à distance. Je suis en partie d'accord avec ça. C'est vrai qu'on veut toujours contrôler les femmes et les jeunes femmes et ce qu'elles font et ce qu'elles lisent et comment elles se perçoivent et beaucoup de choses dans notre société. Penser que les jeunes lectrices de dark romance risquent d'être agressées plus tard tient du même réflexe que de dire qu'une fille a été violée parce qu'elle portait une jupe trop courte, croit Marie-Pierre Luneau. Et ça, cette phrase-là m'a vraiment choquée, parce que, avec beaucoup de respect pour Marie-Pierre, je trouve que ça simplifie beaucoup trop la chose. Pour moi, c'est pas une histoire de risque d'être agressé, c'est une histoire de l'entretien de stéréotypes, de relations qui sont dysfonctionnelles et même dangereuses, et c'est vraiment mon cheval de bataille dans cette vidéo. Le roman sentimental anglo-saxon, incluant les harlequins, a toujours soutenu cette forme de culture du continue la spécialiste. À toutes les époques, dans toutes les catégories de romance, il y a un rapport inégal entre les hommes et les femmes. Et là, j'ai envie de lui dire, ben oui, justement, ça va pas. Pourquoi est-ce qu'on laisse le problème continuer? C'est pas parce que ça existait avant que il faut que ça continue. C'est pas parce qu'on a toléré qu'il y ait une forme de culture du viol dans les romans harlequins qu'il faut continuer à normaliser ce type de relation dans les livres qui sortent maintenant. Enfin, genre, j'étais comme... Donc, je pense juste que Marie-Pierre et moi, on n'est pas d'accord. Et c'est une spécialiste, et moi, je ne suis rien. Donc, vous pouvez en penser ce que vous en pensez. Mais, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je trouve que les livres, les films, les séries qu'on consomme nous influencent, qu'on s'en rende compte ou non. Que ce soit conscient ou inconscient, on est influencé par ce qu'on consomme, par ce que la société nous présente. Et en particulier quand on parle d'image de soi et de relations amoureuses. C'est sûr qu'on est influencé. Je pense à ma génération, c'est quoi, années 90-2000, millennials, où on avait toute cette promotion de la minceur qui était faite partout, genre 1000 fois plus intense que ça l'est aujourd'hui. C'est sûr que ça a influencé notre image de soi. Tu vas pas me faire croire qu'à 12 ans, quand tu lisais sur telle star qui avait fait tel régime et tout ça, t'étais capable de prendre une distance et de te dire « Ok, ça c'est sa vie, c'est pas la mienne, je suis une personne différente, j'ai pas à vouloir faire comme elle. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je reviens à mon article de Vice. At the same time, dark romance can perpetuate deeply retrograde, repellent notions about gender, race, and power. The books often suggest that women aspire to be nothing more than the zookeepers of the monstrous men in their lives. Reading dark romance may be romanticizing our own oppression. Et ça, je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo. Reading dark romance may be romanticizing our own oppression. Je vous traduis. En même temps, la dark romance peut perpétuer des notions extrêmement rétrogrades et même répulsives autour du genre, de la race et du jeu de pouvoir. Ces livres vont souvent suggérer que les femmes n'aspirent à rien d'autre que d'être les gardiennes de zoo. Ça, je pense que c'est juste parce que ça sonne bien en anglais là, mais moi je vois le côté un peu plus maternant et protecteur émotionnel des hommes monstrueux dans leur vie. Lire de la dark romance, ça pourrait être une façon de romanticiser notre propre oppression. Et pour moi, c'est vraiment là qu'est le problème de la dark romance. Je veux pas dire que ça va influencer nécessairement directement, consciemment,
ce qu'on pense des relations. Bien sûr que tu sais que ce n'est pas normal qu'un homme t'enferme dans une cave sans manger pendant 3 jours. Mais, de façon globale, le phénomène participe à la normalisation de ce type de relation. Et quand je dis type de relation, je veux dire une relation où tu as un homme plus, on va dire, alpha, protecteur, contrôlant, qui va dominer la femme, et la femme qui va être dans le « je veux le protéger, le rendre meilleur, je vais le changer ». Ça vient vraiment normaliser ce type de dynamique relationnelle. Ça fait persévérer tout ce type de stéréotypes-là et toute la toxicité qui vient avec et qu'on retrouve encore souvent dans plein de représentations de relations amoureuses, même en dehors de la dark romance et dans la vraie vie aussi. Je m'avance un petit peu parce que j'ai une partie entière sur la romantisation de la violence. Comme je vous l'ai dit, c'est mon cheval de bataille et je vous en parle au bout de 40 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Elle va être encore plus longue que la vidéo BookTok, c'est catastrophique. Oh là 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 là. Comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de discours contraires autour de l'influence que ça a sur les jeunes. Et beaucoup de personnes s'appuient sur ce que les jeunes filles elles-mêmes disent de ces dark romance. Donc je vais vous lire un extrait. Regroupés devant leur lycée parisien avec des copines, Pomme et Léa, 15 ans, ne cachent pas leur passion pour la dark romance. J'ai commencé en 5e ou 4e, se rappelle Pomme. Depuis, je ne demande que des livres comme ça parce que sinon c'est trop ennuyeux. Son amie Léa renchérit. C'est des bons déroulés. Ce que j'aime, c'est les séries où il y a 15 livres. Les personnages développent leur identité et c'est intéressant. Malgré son goût pour le genre littéraire, Pomme est consciente que tous les romans du genre ne sont pas adaptés à son âge. Parfois, je trouve que la dark romance représente trop l'homme comme supérieur, nuance la lycéenne. Je trouve ça un peu dommage. Et donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnes qui vont s'appuyer sur le fait que ces jeunes filles et ces propos-là pour dire, ben regardez, vous voyez, elles sont capables de faire la différence entre de la fiction et de la réalité. Et là, moi, je veux absolument pas dévaluer ou sous-estimer les paroles et l'esprit critique des personnes qui sont interrogées, mais je vous pose cette question. À quel point, quand tu as 12-14 ans, est-ce que tu réalises vraiment l'impact réel de ce que tu consommes, même indirectement? Même en tant qu'adulte, c'est difficile de faire ça, de réaliser comment on va être influencé par ce qu'on consomme, donc à 12-14 ans, quand tu es en train de te construire, que tu absorbes encore plus tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que tes pères font, que tu essayes de trouver des exemples de personnes autour de toi, même si oui, tu te dis, je sais que c'est un livre, je sais que je veux pas ça dans mes vraies relations, est-ce que tu es capable de réaliser à 100% l'impact de ce que tu consommes? Je vais vous donner un autre exemple. Au niveau de la loi, il y a une loi spécifique pour les adolescents au Québec, pour qu'ils soient jugés différemment des adultes. Parce qu'on considère que la construction du cerveau n'est pas finie, qu'il y a plus d'impulsivité, qu'on réalise moins les impacts et les conséquences de ses actes. Un adolescent ne pense pas comme un adulte, et je pense qu'il faut prendre un pas de recul quand on dit « non, ça m'influence pas, je suis capable de reconnaître ce qui est réel et ce qui est virtuel », et se dire à quel point est-ce que tu es capable d'analyser complètement l'impact que ça peut avoir si tu consommes ces livres-là. Juste une question que je veux amener, et je vais parler de mon exemple en particulier. Quand j'étais ado et que j'étais trop jeune pour ça, j'ai piqué des Harlequins à ma mère, vous savez, les collections Rouge Passion et tout ça. Alors là, je suis désolée maman si tu regardes cette vidéo et que je t'avais jamais dit ça. Voilà, la vérité est révélée. Et il y avait toujours le même type de relation dans ces livres-là. Souvent, c'était une jeune fille qui n'avait jamais eu de relation avec personne, qui se retrouvait avec un gars qui avait souvent 10 ans de plus au moins, qui était super riche, et la relation amoureuse se déroulait à partir de ça. Et à force de voir la dynamique et comment elle était expliquée, que ce soit une dynamique émotionnelle ou au niveau physique, ça a construit certaines attentes dans ma tête de ce que devaient être des relations, de comment ça devait se passer, en l'occurrence entre un homme et une femme, de à quoi s'attendre, que je suis encore en train de déconstruire à ce jour en tant qu'adulte. Et je blâme pas que les Harlequins, je blâme la société, en général, l'image que ça renvoie des femmes, de notre rôle, de ce qu'on est censé faire. Je repense là au livre Come As You Are de Emily Nagoski, qui en parle en détail et qui est génialissime. En jouissez-vous en français. Tout ce qu'on vit en tant qu'adolescent en particulier autour des dynamiques relationnelles et sexuelles, oui, ça va venir construire une image mentale. Même si on se dit c'est pas la vérité, ça nous construit d'une façon ou d'une autre. Là, je suis en train de me dire que cette vidéo, je devrais peut-être la faire en 2 parties, puisqu'on va parler de ce qui m'enrage dans la dark romance, la romantisation de la violence.
Ça vient me heurter profondément. Comme je vous disais, en tant que criminologue, en tant que femme, en tant que féministe, il y a une part de moi qui meurt. Il y a une part de moi qui meurt à l'intérieur. Et quand je parle de romantiser la violence, je parle par exemple de cette idée de il y a un bad boy, mais toi tu vas le sauver. Avec toi il va être différent. Il peut faire du mal à tout le monde, mais toi il va te protéger. Je pense que ça vient chercher chez nous une envie d'avoir été protégé peut-être dans notre vie par le passé, d'être protégé des autres hommes ou quoi. On a envie d'avoir quelqu'un qui va empêcher qu'il y ait du mal qui nous arrive. Et je pense encore plus si on a vécu des choses, ça peut venir nous parler ce côté oui, je veux quelqu'un qui va faire en sorte qu'il m'arrive plus rien de mal, qui va empêcher les autres de me faire du mal. Et quand c'est le bad boy qu'on va réformer, c'est encore mieux. Sauf que dans les livres, souvent, ça s'accompagne de quelqu'un qui est très contrôlant, qui va t'empêcher de faire des choses pour te protéger. Et dans la vraie vie, ce genre de comportement-là, c'est un gros red flag et ça amène à de la violence conjugale. Et mon problème, c'est que la dark romance en particulier, mais même d'autres romances, il y a même des new romance qui le font. Des romances young adultes. C'est pas spécifique à la dark romance, mais ce genre de récit va venir normaliser les comportements, les excuser en disant que le personnage a eu un passé traumatique ou quoi. Ça va venir les excuser alors qu'ils devraient être des red flags, alors que ça devrait être des signaux qu'il faut partir de cette relation. Et une des choses sur laquelle se repose la dark romance pour faire accepter tous ces comportements-là, c'est de mettre un vrai méchant et un faux méchant. Et bien sûr, le héros, c'est le faux méchant. Parce qu'au final, on se rend compte, comme je vous disais, qu'il a eu un passé difficile et que l'héroïne va pouvoir le réformer, qu'il va devenir incroyable avec elle. Toujours toxique en fait, mais que ça va devenir l'amour de sa vie. Et là, je voulais qu'on regarde un petit extrait de la vidéo d'Opaline, justement, où elle parle de ça. Nos personnages sont même parfois de faux méchants. Par exemple, dans Haunting Adeline, le personnage masculin commet de nombreux crimes. Il stalke l'héroïne, entre par effraction dans son domicile, la violera plus tard dans la nuit avec son flingue et tuera l'un des hommes avec qui elle décide de passer la nuit. Oui, mais, même si le meurtre sera bel et bien présenté comme un crime et quelque chose de mauvais, nous apprendrons rapidement par la suite que ce type assassiné, suite à ce date, cognait dans sa vie privée sa femme depuis des années. Son meurtre est donc présenté comme un mal pour un bien. Notre stalker-violeur est également présenté comme un justicier puisqu'il est à la tête d'une organisation qui tue d'autres criminels. Des crimes qui sont, par opposition aux siens, présentés comme pires et plus cruels. Dommage qu'il ne considère pas le viol qu'il fait subir à l'héroïne comme un crime également. Mais pourquoi notre héroïne est-elle si sensible au traumatisme de son bourreau alors qu'il lui en fait si souvent subir de bien pires ? Je vous disais, toute sa vidéo est incroyablement géniale, mais ce passage-là en particulier, je trouvais qu'il illustrait vraiment bien ce sur quoi reposait l'image du héros de Dark Romance, où il va faire des choses horribles, il va, comme on vous disait, agresser sexuellement l'héroïne, la frapper, l'isoler, tout ça. Mais après, il va venir la sauver d'autres personnes qui veulent faire la même chose, et là, il va devenir le héros. Et c'est juste abominable. C'est abominable comme procédé, et ça vient rendre figure romantique qu'on veut, qui est désirable, un homme qui est violent, qui est toxique, qui est contrôlant, qui est quelqu'un qui a lui-même fait du mal à l'héroïne. Et pour moi, un autre signe que ce type de romance vient vraiment se reposer sur les clichés et les stéréotypes des dynamiques homme, alpha et femme, et que ça vient les entretenir, même inconsciemment, c'est que justement, dans la dark romance, on est beaucoup sur des romances hétéros. La grande majorité, c'est ça. Ou alors, il y en a quelques-unes qui sont des romances gays, mais écrites par des femmes. Et là, on vient toucher un autre sujet sur la fétichisation, mais on va pas parler de ça dans la vidéo. Encore une fois, je parle de ma vision personnelle des choses avec ce que je vois aussi dans mon travail, avec ce que je considère en tant que femme. Mais de voir qu'une femme peut tomber amoureuse d'un homme qui lui a brûlé la main sur une plaque chauffante, qui l'a kidnappée après l'avoir harcelée, qui a menacé de l'agresser tellement de fois... I'm dying inside, je vous jure. Ça m'horripile vraiment. Parce que, encore une fois, à cause de la façon dont c'est présenté comme, au final, une relation positive. J'arrive pas à le concevoir. Je peux pas. Et ça participe encore une fois à maintenir cette idée de l'homme protecteur de la femme qui pardonne et qui va changer l'homme violent. Et on a cette espèce de, comme le disait Opaline, rédemption de l'agresseur qui vient justifier sa violence par ses traumatismes passés, qui va sauver l'héroïne mais après lui avoir fait plein de torts, et qui va devenir un peu plus gentil après tout d'un coup. Et
je comprends qu'on est capable de se dire que c'est pas réaliste et que dans la vraie vie, on n'accepterait pas ça. Et je suis d'accord. Je pense que on réfléchit 2 secondes, on est capable de se dire ça. Mais d'une part, il se trouve que si justement il y a des gens qui rêvent de l'intensité d'une telle relation, parce que c'est le côté passionnel qui est mis en avant, et juste le fait que ce soit ce type de récit qui soit mis sous les projecteurs, ça participe au fait que notre société demeure dans ces stéréotypes patriarcaux qu'on a parfois intégrés au plus profond de nous. Et là, même moi, j'ai ce réflexe de vouloir lire des romances avec un homme qui va être hyper protecteur. Sans aller jusque dans les dark romance, mais c'est un petit truc que j'aime bien. Le côté, par exemple, low dans Bride et tout ça. Oui, j'aime bien moi aussi parce que ça vient faire écho à mon besoin d'être protégée. Et je pense que vraiment que la dark romance joue sur ça, joue sur les rôles hommes-femmes qu'on a intégrés à cause du monde dans lequel on vit, à cause de toute la misogynie et le sexisme qui existent toujours, et qu'on se dessert nous-mêmes. Et je vais vous dire une citation pour illustrer ça, je pense que c'était Chloé Thibault qui le disait dans une vidéo interview. Il y a elle et il y a Camille Emmanuel, que j'ai très envie de lire du coup, depuis que je l'ai découverte. Et elle dit que c'est un peu un piège qu'on se tend à nous-mêmes et qu'on continue d'entretenir. Ça revient un peu à la citation aussi de l'article de Vice que je vous disais un petit peu plus tôt. On est dans une situation où on est nous-mêmes les personnes qui nous font un disservice en continuant à promouvoir ce genre de récits de la façon dont ils sont promus. C'est ça la bonne conjugaison du verbe. Parce qu'on continue à mettre en avant, à représenter ce type de relations-là, contre lesquelles on se bat tellement dans la vraie vie, d'une façon qui fait que on fait perdurer tous les travers de dynamisme relationnel. Bon, comme je vous disais, je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures de cet aspect-là, parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Mais je vais faire une petite parenthèse sur l'aspect surconsommation des livres de dark romance, puis on en arrivera à la conclusion de la vidéo. On a presque fini, rassurez-vous. Donc pourquoi est-ce que la dark romance est autant représentée? Pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès au niveau plus capitaliste, on va dire? BookTok. Encore une fois, le fameux BookTok, mère de tous les mots, père de tous les mots, parent de tous les mots. J'exagère bien sûr, vous le savez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est encore dans cette idée de publier un maximum de livres qui vont être viral dans un minimum de temps. Donc la qualité de ce qu'on publie, on s'en tamponne. Comme je vous en parlais dans ma première vidéo sur BookTok et même dans cette vidéo, on va retrouver pas mal de livres qui viennent de Wattpad. On dirait qu'aucun éditeur n'est passé par-dessus. Il n'y a aucun travail fait sur le livre parce qu'on veut que ça aille vite, qu'on le sorte et qu'on fasse un max d'argent. Le même gars dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de Captive et du nombre d'exemplaires vendus, il a aussi dit dans son interview à France Culture, vraiment, ça m'a choqué, mais en même temps ça m'a pas choqué parce que je savais que c'était le cas, que maintenant il pouvait tout faire en quelques semaines. Il trouve le livre sur Wattpad, il paye les droits à l'autrice, il l'imprime et hop, let's go, on y va, c'est vendu. Alors qu'avant c'était des mois et des mois, il lisait les manuscrits que les auteurs, les autrices envoyaient pour sélectionner un texte et tout. Donc pour eux, en beaucoup moins de temps, ils peuvent générer beaucoup plus de profit. Donc c'est tout bénef. Maintenant, la responsabilité de qu'est-ce qu'ils publient, il y en a pas. Pas tous les éditeurs, on s'entend, mais assez pour qu'on fasse face à ce qu'on a actuellement comme situation. C'est vraiment un choix capitalisme de mettre ce type de livre en avant, peu importe qu'est-ce qui cautionne, quel impact ça peut avoir, ou que, encore une fois, on fasse perdurer des stéréotypes dangereux pour les femmes, qu'on les mette entre les mains de n'importe qui. Non, il y a une grande déresponsabilisation des maisons d'édition par rapport à ce qui est publié. Ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo, vous devez être comme « Enfin Quoi faire? Quoi faire avec la dark romance ?» Donc là, c'est des pistes de réflexion, pas forcément de solutions, mais juste, je pense, des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en place. La première, je pense que c'est assez évident, c'est la responsabilité des parents dans ce que leurs enfants lisent. Dans une des vidéos que je regardais, je crois qu'il y a une libraire qui disait qu'un père achetait A Touch of Darkness, donc une réécriture adulte de Hadès et Perséphone, à sa fille jeune adolescente, et il arrive à la caisse et il était sur son téléphone, et sa fille elle lui dit un truc genre oui t'inquiète c'est une réécriture de mythologie grecque et il lui achète. Je pense qu'il y a un devoir des parents
de regarder qu'est-ce que leurs enfants lisent ou d'en discuter avec eux. Parce que, et ça je pense notamment à une de mes cousines qui m'a dit à 12 ans qu'elle lisait les Colleen Hoover et j'étais comme oh my god, puis après elle me dit qu'elle est en train de lire les Akotar et qu'elle a lu From Blood and Ash et j'ai parlé donc à son père et je lui disais tu as une idée de type de livre qu'elle lit ta fille en fait? Non. Non. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir un regard là-dessus en tant que parent. Et j'ai plusieurs, des mamans surtout, avec qui je discute sur mon Patreon et je sais qu'elles parlent souvent de qu'est-ce que leurs enfants lisent et qu'elles des fois le lisent avant pour vérifier ces choses-là. Et oui, c'est sûr que ça va pas tout empêcher parce que il y a Internet, parce qu'on peut télécharger des livres, parce qu'on peut en trouver de plein d'autres façons où les parents n'ont pas de regard. Mais au moins d'avoir cette discussion avec ces ados, de vérifier quand même ce que vous-même vous achetez ou ce qu'on leur offre, c'est quand même déjà quelque chose. De si votre fille de 12 ans veut acheter Captive, d'en discuter avec elle, oui, qu'est-ce que tu recherches dans ce livre, pourquoi tu veux l'acheter et tout ça. Ça, pour moi, c'est la responsabilité des parents. Une autre chose importante, je pense que c'est d'éduquer sur le sujet, d'en parler. Est-ce que bannir les livres comme ça, c'est une solution? Non, parce qu'on va toujours pouvoir les trouver sur Internet. Mais d'en discuter, d'aborder le sujet, d'en parler en profondeur des impacts, d'avoir des clubs de lecture peut-être même pour que ce soit un échange, pour qu'on puisse déconstruire certaines choses, peut-être approfondir certaines compréhensions d'autres choses. Et le dernier point, c'est proposer des alternatives. Il y a d'autres livres où vous pouvez trouver les frissons de la dark romance, où vous pouvez trouver des personnages où on explore leur psychologie, qu'elles soient torturées ou non, où vous pouvez trouver des héroïnes qui traversent des choses horribles et qui s'en sortent, sans qu'il y ait tous les travers de la dark romance. Il y a des alternatives qui existent et je pense que c'est important de les proposer, quel que soit l'âge de la personne dont on parle. Et pour conclure cette vidéo, je vous dirais que, encore une fois, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on met en avant, le tout avec un esprit critique. Est-ce qu'on veut que ce soit des romances qui continuent de renforcer des stéréotypes de relations qui sont gravés dans nos inconscients et contre lesquels, encore une fois, en tant que femme adulte, on se retrouve souvent à devoir déconstruire? Ou est-ce qu'on veut se pencher plus sur des romances qui, justement, parlent de relations saines et égalitaires, consenties, qui peuvent quand même nous donner des frissons, une petite excitation, qui peuvent quand même avoir des personnages qui vivent des traumatismes, mais où le sujet est traité différemment? Je vous pose la question. Et je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, je sais qu'elle est longue. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, pour le fun, on va mettre un emoji rose, genre la fleur. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai vraiment hâte d'en discuter dans les commentaires avec vous, encore une fois, dans le respect, s'il vous plaît. S'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans une autre vidéo, apparemment... Je fais des vidéos comme ça maintenant, je pensais pas, mais je suis lancée là-dedans. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie tous les Patreons qui me permettent de continuer à produire du contenu sur cette chaîne, à passer plus de temps à préparer ce genre de vidéos. Merci beaucoup, beaucoup. Si jamais ça vous tente, vous aussi, de soutenir le travail que je fais, d'avoir accès à du contenu exclusif, participer à nos lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.